Censé représenter une nouvelle ère pour la Formule 1 des prochaines années, les termes de la dernière version des accords Concorde, signés en août 2020 par l'organisateur du championnat de F1, à savoir la FIA, par son promoteur, à savoir la Formula One Management, et par l'ensemble des équipes, posent tout de même question. Car si l'expérience nous permet de bénéficier d'un recul historique suffisant, on a quand même souvent entendu cette petite musique répétitive en amont de la plupart des accords Concorde signés auparavant. Moins de faveurs pour les gros constructeurs, plus d'équité entre les équipes, ou encore la mise en place d'un contrôle des coûts et de budget capé. Tant et si bien qu'il est légitime de s'interroger sur la réponse qu'apporteront ces derniers accords Concorde au déséquilibre qui fragilise de plus en plus la F1 et son spectacle. Alors quel problème la saison 8 des accords Concorde cherche-t-elle à résoudre et peut-elle seulement y parvenir? Eh bien on mène l'enquête avec F1 La Loupe. Déjà, de quoi parle-t-on ? Légalement contraignants, les accords Concorde régissent et stabilisent pour une période d'environ 5 ans le fonctionnement de la F1, son cap technologique, son partage des pouvoirs et surtout son système de répartition des revenus. Ces accords ont été renouvelés 8 fois depuis 1981 et sont le fruit d'une séparation des pouvoirs entre le sport et le business en F1, les différentes équipes ayant fini par faire comprendre dans les années 1970 et 80 que la F1 était un sport coûtant cher et dont les principaux participants ne pouvaient se permettre de percevoir des revenus insuffisants en vue de relever le défi technologique que le sport automobile impose. Toujours est-il que la séparation des pouvoirs entre les domaines sportifs et économiques a donné à l'entreprise privée gérant le business de la F1, à savoir la Formula One Management, une forte autonomie en vue de faire exploser les revenus de la discipline depuis 20 ans. Alors pour ce faire, on multiplie le nombre de Grands Prix chaque année, on sort de l'Europe pour investir dans des pays émergents en quête de publicité et prêts à débourser des sommes colossales à la F1 en vue d'organiser un événement sportif médiatique, on en profite pour attirer de nouveaux sponsors internationaux, et on signe de plus en plus de contrats de retransmission TV avec des chaînes câblées, au détriment des chaînes gratuites, ce qui est moins accessible pour le spectateur, mais bien plus rentable pour la marque F1. Ceci explique pourquoi le chiffre d'affaires du sport a littéralement explosé ces 20 dernières années, passant de 729 millions de dollars en 2003 à plus de 2 milliards fin 2019. Mais maintenant la question est la suivante. Que fait la Formula One Management de tous ces revenus ? Depuis la création de la compagnie par Bernie Ecclestone, le mode opératoire n'a jamais vraiment changé. La FOM récupère les droits commerciaux versés par les propriétaires de circuits, par les chaînes de télévision et par les mécènes de la Formule 1, avant de distribuer environ 65% des revenus totaux perçus aux différentes écuries du plateau. Or, comme on le sait, cette redistribution est très inégalitaire car elle dépend à la fois des résultats sportifs et du niveau de prestige de chacune des équipes. Alors pour vous donner un ordre d'idée, pour 2020, une somme fixe de 35 millions de dollars a été en premier lieu versée à chaque formation. Mais ensuite, la FOM tient compte de la position finale de chaque équipe au championnat des constructeurs précédent. La première place de Mercedes au championnat 2019 valait ainsi 66 millions de dollars contre 15 millions pour la dernière, occupée par Williams, soit 4 fois moins. Enfin, les constructeurs dits historiques et considérés comme indispensables à la pérennité de la F1 négocient avec la Formula One Management des bonus annuels compris entre 30 et 114 millions de dollars et répartis de manière totalement inégale entre Mercedes, Red Bull, McLaren et Ferrari, qui perçoit d'ailleurs un autre bonus supplémentaire pour le simple fait d'être Ferrari. Ces faveurs ont été accordées par Bernie Ecclestone lui-même et visaient tout simplement à convaincre les principaux acteurs du championnat à rester en F1. Le problème, vous me voyez venir, c'est que les petites équipes comme Racing Point, Haas ou AlphaTauri ne jouissent pas d'un tel avantage. Donc bien évidemment, la façon dont sont redistribués les revenus en Formule 1 est cruciale, car elle se reflètera mécaniquement dans le budget annuel d'une équipe l'année suivante, budget qui sera proportionnel à la capacité de développement d'une monoplace et donc à la qualité de ses résultats en piste. Une telle redistribution déséquilibrée explique en partie pourquoi les disparités budgétaires au sein de la grille sont colossales. Mercedes F1 ayant pu investir 463 millions de dollars pour le championnat 2020 contre seulement 145 millions pour Williams, soit 3 fois moins. Et si l'on regarde bien ce graphique, on constatera sans peine une ressemblance frappante entre le classement budgétaire et le classement des constructeurs que nous avons à l'arrivée depuis plusieurs années. Mais maintenant qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose. Parce que si la redistribution déséquilibrée des revenus par la FOM aux équipes n'est pas un fait nouveau, le chiffre d'affaires de la F1, lui, alimenté par les circuits asiatiques, les chaînes de télévision câblées et de nouveaux sponsors internationaux, a tout simplement triplé depuis 20 ans. Autrement dit, plus le gâteau est gros,
plus son partage est inégal. Cette véritable inflation économique se répercute donc sur la redistribution des revenus, sur le niveau de compétitivité de chacune des équipes l'année suivante et au final, sur la qualité du spectacle en piste. Les écuries les plus fortunées pourront ainsi investir des sommes illimitées afin de développer leur monoplace, d'en maîtriser les technologies, d'améliorer leurs résultats et donc d'obtenir de nouvelles faveurs de la FOM et de leurs sponsors, alors que les autres joueront leur survie, car en plus d'être boudées financièrement par la F1, elles devront faire face à des coûts fixes qui tendent à augmenter à mesure que le défi technologique exigé par le sport auto s'intensifie. Un simple exemple, entre les V8 atmosphériques développés de 2006 à 2013 et les V6 hybrides introduits depuis 2014, la facture s'est multipliée par 2, passant de 10 à 20 millions de dollars par moteur. Cette redistribution des revenus inéquitable est à l'origine de plusieurs effets pervers majeurs qui ont tendance à s'auto-alimenter. Déjà, elle accroît fortement le risque d'indigence du spectacle en piste, par des écarts colossaux observés entre les écuries et surtout des périodes de domination de plus en plus longues et fréquentes. Ensuite, elle accroît la dépendance des petites équipes ou des écuries dites privées envers les grands constructeurs, qui fournissent sans scrupule des moteurs et des pièces à bas coût, tout en gardant les développements dernier cri pour eux-mêmes, ce qui tend à figer la hiérarchie entre une Formule 1 A et une Formule 1 B. Troisième effet pervers, ces inégalités financières obligent les plus petites écuries à recourir de plus en plus fréquemment à des pilotes dits payants, qui 1 savent piloter et qui 2 rapportent surtout de nouveaux sponsors pour soutenir l'activité de leur équipe. Mais il y a pire. À partir de la signature des derniers accords Concorde de 2013, le système politique de la discipline n'a fait que conforter ces disparités économiques qui sont devenues des disparités politiques, par la création du groupe stratégique. Ce comité rassemble la Fédération internationale de l'automobile, la Formula One Management et les 6 équipes les plus compétitives du championnat précédent. Il a pour objectif de proposer les mises à jour techniques et sportives pour le règlement de l'année suivante à la commission F1, qui réunit les représentants de la FIA, la FOM, les équipes, les organisateurs de Grand Prix et quelques éminents sponsors. Le problème, c'est que ce groupe a révélé des intérêts totalement divergents. Par exemple, si la FIA prenait une réduction des coûts, les équipes représentées au sein du groupe stratégique s'y opposaient logiquement, puisqu'elles entravaient leur course à la performance, ces mêmes équipes étant généralement peu concernées par toute contrainte financière. De plus, la présence à durée indéterminée de Mercedes, Ferrari ou Red Bull dans le processus des négociations du groupe stratégique n'a fait qu'accroître les inégalités sportives entre grosses et petites équipes. Un système comparable à un tribunal de guerre dans lequel les vainqueurs dictent la loi aux vaincus. Chacune de ces équipes y élabore des propositions techniques qui préservent leurs propres intérêts, sans viser à réduire les coûts ni à améliorer le spectacle en piste. En tant que big boss de la Formula One Management, Bernie Ecclestone était le premier à se plaindre de ce système trop démocratique qui grippait la gouvernance du sport, et regrettait même son passé de dictateur de la F1. Mais s'il a toujours contesté ce régime politique, le système qu'il avait bâti depuis les premiers accords Concorde de 1981 était-elle une boîte de Pandore qui lui était désormais impossible de refermer. Oui, c'est ce système qui, par sa quête de profit croissant, a créé une inflation généralisée de l'économie de la F1. C'est ce système qui a négocié bilatéralement avec les écuries les plus puissantes, en leur redistribuant des revenus toujours plus importants et inégalitaires. C'est ce système qui a donc accru l'influence des grands constructeurs jusqu'à la création du groupe stratégique dans lequel ils décident en partie de leur propre sort. Et c'est ce système qui n'a eu de cesse que d'affaiblir la Fédération internationale de l'automobile depuis 40 ans, au point de la paralyser politiquement. Alors même que celle-ci devrait jouer un rôle de garde-fou régulateur en maîtrisant les coûts et les inégalités économiques et sportives au sein de la discipline, sa soumission aux enjeux économiques qu'elle ne contrôle plus depuis 1981 l'en empêche. Et là je vous renvoie au dernier podcast que j'ai réalisé sur le sujet. Donc la dictature prônée par Bernie Ecclestone n'est plus qu'un lointain souvenir. La mondialisation de la F1 a certes fait exploser ses revenus, mais elle a également fragmenté sa gouvernance entre une FIA affaiblie, une FOM avide et des constructeurs interdépendants et divergents. Donc vous pourrez mettre n'importe quel règlement technique révolutionnaire en place, la gouvernance de la présente F1 ne pourra jamais favoriser une politique spectacle. Bref, vous l'aurez compris, les accords Concorde version 2020 s'attaquent à l'Himalaya. Signés l'été dernier, les accords Concorde saison 8 tentent donc de répondre à tous ces dysfonctionnements par l'instauration d'une sorte d'étau financier, supposé limiter les disparités entre les équipes par le haut comme par le bas.
Par le haut vient l'introduction d'un plafonnement budgétaire imposé aux écuries et qui ont été dévoilés comme amuse-bouche des accords Concorde depuis un peu plus d'1 an. Ce budget capé a ainsi été annoncé à hauteur de 175 millions de dollars pour 2021 avant que la crise économique ne passe par là et qu'il soit abaissé graduellement à 145 millions pour 2021, 140 millions pour 2022 et 135 millions jusqu'en 2025. Un nivellement est également prévu par le bas et là on retombe dans notre histoire de redistribution des revenus. Désormais, un seul type de revenu sera versé aux équipes, avec un bonus exceptionnel pour certaines d'entre elles seulement. Le bonus sera à hauteur de 20% du total des revenus du championnat à se partager équitablement entre les équipes, soit championnes du monde au moins une fois, ou qui terminent dans le top 3 du championnat écoulé. Quant au reste du gâteau, il sera redistribué en fonction des résultats de chaque équipe, mais via une fourchette bien plus étroite cette fois-ci entre l'écurie la mieux arrosée et celle qui l'est le moins. Alors c'est bien beau tout ça, mais la vraie question est la suivante, est-ce que ça fonctionnera? Si l'on considère que la F1 est un sport dans lequel il faut payer pour gagner, eh bien une meilleure équité dans le partage du gâteau, ainsi que les budgets capés ne peuvent que faire du bien à la discipline et à son spectacle. Et si l'on combine cette limitation de la course à l'armement avec une réglementation technique appropriée telle que celle prévue pour 2022, avec des monoplaces certes moins véloces mais qui pourront se suivre et se dépasser, et bien sur le papier, la perspective de revoir des courses incertaines et dont les podiums ne seraient pas trustés par deux pilotes Mercedes et une Red Bull est plus que probable. Maintenant, si l'on s'approche un peu plus des termes du dernier accord Concorde signé, on s'aperçoit également que le système politique a été simplifié, puisqu'il semble vouloir mettre un terme à l'INEPSI qui était le groupe stratégique et la commission F1 pour ne conserver qu'un seul organe législatif représenté par la FIA, la FOM et l'intégralité des équipes cette fois-ci. Dans ce cas, fini le tribunal de guerre. D'autant que, point de détail qui a son importance, l'unanimité dans le processus décisionnaire requis à l'époque du groupe stratégique et de la commission F1 sera abolie et remplacée par une majorité. Cela peut permettre d'accélérer ce processus décisionnaire en cas de changement mineur dans le règlement technique et de valoriser la position de petites équipes, numériquement plus nombreuses que les grands constructeurs. En revanche, cette nouvelle donne incarnée par les accords Concorde de 2021 cache bien des vices. Déjà, d'un point de vue politique, l'équité recherchée par les différentes équipes est en partie plombée par le maintien du fameux droit de veto de la Scuderia Ferrari qui risque d'empêcher certaines révolutions de palais. Mais surtout, le plafonnement budgétaire n'est pas exempt de failles. Car dans la pratique, les restrictions imposées seront bien moins fortes qu'annoncées puisqu'elles comportent de multiples exceptions, comme la production des moteurs, le développement du power unit et l'ensemble des éléments techniques nécessaires à son bon fonctionnement. Par ailleurs, les 3 membres les mieux payés des équipes ne sont pas inclus dans ces restrictions, les meilleures équipes versant parfois jusqu'à 4 millions de dollars à leurs dirigeants. Autre faille, les budgets capés prévus sont actuellement 3 fois inférieurs aux dépenses annuelles effectuées par les plus gros constructeurs, ce qui se traduira soit par des licenciements de masse, soit par des reconversions à tire-larigot vers d'autres disciplines qui peuvent nuire à la F1 par effet de concurrence. On peut par exemple tout à fait imaginer Ferrari investir dans l'IndyCar ou en Formule E. Dernière faille mais non des moindres, la traçabilité des transactions. Autrement dit, savoir d'où vient l'argent dépensé par les équipes et où il est alloué. Il s'agira d'un véritable casse-tête chinois pour les commissaires de la FIA et d'autant d'opportunités pour les équipes de passer entre les mailles du filet. Par exemple, les plus gros constructeurs pourront aisément se servir d'une discipline pour travailler sur l'autre en cas de reconversion d'un personnel éjecté de la F1 vers un autre sport automobile. Sans parler de la longue liste d'exceptions non soumises à ces restrictions budgétaires qui sont vraiment préoccupantes pour la traçabilité des investissements liés à la performance. Bref, en matière de budget plafonné, il y a la théorie et puis la pratique. La nouvelle donne financière, exprimée dans le cadre des derniers accords Concorde, est donc alléchante sur le papier mais doit tenir ses promesses. La perspective d'une redistribution des revenus aux équipes plus équitable est un net progrès dans la conquête d'une politique spectacle. Mais cette redistribution doit travailler de concert avec le plafonnement budgétaire d'ores et déjà imposé à ces mêmes équipes. Ces budgets capés ont été votés quelques mois avant les accords Concorde, mais ne nous y trompons pas, ils sont absolument indissociables de ces derniers. Si bien que si ces restrictions financières sont désobéies ou défaillantes, eh bien l'équité dans la redistribution des revenus ne sera pas suffisante en vue de resserrer les performances entre les différentes équipes, dont certaines s'appuieront encore plus sur la manne de leurs sponsors. Le problème, c'est que la F1, dans son ADN, reste un laboratoire technologique qui dépense à profusion, si bien qu'à mon avis, seul un contexte suffisamment contraignant pourra calmer les ardeurs des plus gros constructeurs, et je ne suis pas certain que les accords Concorde et le plafonnement budgétaire à eux seuls puissent maintenir la bride à long terme. C'est pourquoi, d'après moi, la crise économique à venir, qui là oblige l'ensemble de l'écosystème de la F1 à se serrer les coudes et à réaliser des économies substantielles, quitte à entraver la course à la performance, me paraît encore plus significative
significatif et convaincant que les accords Concorde dans la relance de la politique spectacle. Notamment parce que pour réagir à cette crise, la F1, la FIA et les équipes ont pris une batterie de mesures techniques en mai 2020 qui vont bien au-delà de toutes les politiques d'équité prônées jusqu'alors, comme le renforcement du système à jetons pour les années à venir, le gel du développement des moteurs et surtout la limitation du temps passé en soufflerie pour les écuries dominatrices. Du coup, ironiquement, la crise économique sera peut-être l'élément final qui permettra de colmater les brèches que les accords Concorde et les budgets capés ne pourront peut-être pas juguler. D'ailleurs, la dernière fois que la F1 avait dû prendre des mesures de réduction des coûts aussi drastiques, c'était en route pour la saison 2009, au milieu d'une autre crise économique d'une violence inouïe. Et comme par hasard, le championnat cette année-là avait été pour le moins rocambolesque. Donc, à méditer. Un grand merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi je serais bien curieux de connaître vos attentes sur cette Formule 1 du futur en commentaire. Alors n'hésitez pas à me partager ça ou toute autre réaction, ça ne peut que m'aider. Par ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner si vous avez aimé le propos, ça me fait toujours plaisir. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast de F1 à la loupe. Allez, ciao!